Le Kalina, aussi connu sous son ancien nom, le Galibi, est une langue de la famille des langues caraïbes ou caribes. Cette langue amazonienne est parlée dans la bande côtière qui va du Venezuela au Brésil, en passant par le Guyana, le Suriname, la Guyane française. Elle compte environ 10 000 locuteurs, avec une unité de base qui est 5, comme les doigts de la main, et ce qui fait penser au système de comptage des Kalina, et on va le voir du coup au système de comptage des Mayas. Un bibliothécaire de Dresde reprend alors le système numéral découvert par Rafinesque et détermine les connaissances mathématiques et scientifiques des Mayas. Un jour, il remarque le petit livre maya rangé depuis plus d'un siècle dans les rayons de la bibliothèque, le Codex de Dresde. Försteman a décrypté tout le système calendaire des Mayas à partir du Codex de Dresde. Il a minutieusement analysé le contenu du Codex de Dresde. Et comme il devait être un véritable génie en mathématiques, il a décrypté un grand nombre de cycles qui semblaient être enregistrés dans ce document maya d'une importance capitale. Rafinesque a démontré que les Mayas utilisaient des points pour les unités et des traits pour le chiffre 5. Mais Försteman découvre que les connaissances mathématiques des Mayas sont bien plus sophistiquées. Les Mayas ont inventé le concept du zéro. Ils organisent les nombres en colonnes avec les unités à la base. Notre système numéral compte par dizaines et multiples de 10. Försteman découvre que les Mayas utilisaient un système basé sur 20 et sur les multiples de 20. Les Mayas étaient ainsi à même d'écrire et de manipuler de très grands nombres. Une fois qu'il a saisi leur système, Försteman décrypte l'astronomie maya. Il démontre qu'une partie du Codex de Dresde est une table de prévision d'éclipses qui s'étend sur 32 ans, avec seulement 7 minutes d'erreur sur cette période. Dans une autre section, il identifie une table qui reprend le cycle de la planète Vénus, avec seulement 2 heures d'erreur sur 400 ans. Quand ils devaient faire la guerre, les Mayas guettaient l'apparition propice de Vénus en tant qu'étoile du matin. Pour finir, Försteman se penche sur le calendrier. Il s'aide du manuscrit de Landa, la relation des choses du Yucatan, qui contient les noms et les glyphes des jours et des mois mayas. Les glyphes des jours et des mois apparaissent très souvent dans tout le codex. Försteman réalise que de nombreuses pages sont conçues comme des almanachs divinatoires. Les nombres rouges représentent des jours favorables ou défavorables. Les nombres noirs représentent le nombre de jours qui les séparent. Les prêtres utilisent des livres remplis de nombres pour régir le quotidien. Ils repèrent les époques propices pour planter, faire les semailles, aller à la chasse, faire la guerre. Geraldo Diaz, 1579. Peu à peu, Försteman découvre que les Mayas comptent le temps à l'aide d'un système qu'on appellera roue calendaire. La roue calendaire est constituée de 3 cycles imbriqués. Une année solaire de 365 jours, un cycle de 20 noms et un cycle de 13 nombres. Le nom des jours dépend de l'alignement des 3 cycles. Par exemple, ce jour-là s'appelle 3 Maniques, 14e du mois Pop. Il est suivi de 4 Lamat, 15 Pop, 5 Moulouk, 16 Pop, et ainsi de suite. Il faut 52 ans avant que les 3 cycles retrouvent un même alignement. Ensuite, les jours se répètent. Comme les jours de la semaine de notre calendrier, les cycles de la roue calendaire se répètent sans cesse. Ils ne sont pas reliés à une période précise de l'histoire. Le plus grand triomphe de Försteman,
c'est de réaliser que certains nombres très élevés apparaissant dans le cycle de Vénus du Codex de Dresde sont en fait des retours dans le temps. Ils relient les données de Vénus à un point de départ historique situé des milliers d'années plus tôt. C'est le jour 4 à Au, 8 Kumku de la roue calendaire. En observant les photos prises par Maudsley, Firstman sait que cette date très ancienne est une référence dans tout le monde maya, depuis Palenque, dans le nord du Chiapas, jusqu'à Quirigua, dans le sud du Guatemala. Firstman en conclut que pour les Mayas, cette date représente celle de la création de l'univers. Alors que le calendrier occidental commence l'année de la naissance de Jésus-Christ, l'histoire des Mayas débute le jour de la création du monde. Ce système de datation est baptisé compte long. Ce genre de stèle en pierre est présent dans tous les sites mayas du Mexique et d'Amérique centrale. Les textes qu'ils portent commencent presque toujours par une date du compte long. Sur cette stèle, en partant de la date de la création, 9 cycles de 400 ans, plus 14 cycles de 20 ans, plus 19 ans, 8 mois et 0 jour. À un jour près, cette stèle a été érigée il y a un peu moins de 39 siècles après la création. On s'est demandé à quelle date ça correspondait sur notre calendrier moderne. Est-ce que c'était en avril 1860, avant ou après notre ère? On l'ignorait. Alors, nous, on conçoit le temps en Occident de façon linéaire. C'est-à-dire, le futur est devant nous, c'est ce qu'on voit devant nous, le passé est derrière nous, et on le voit par autour de nous. Cependant, les Mayas, eux, voient le temps de façon circulaire. Donc, ce qu'il y a devant nous, c'est le passé, puisqu'on peut le voir. On sait ce qui c'était, et derrière nous, c'est le futur, car on ne le voit pas. Donc, on remonte le temps jusqu'à, le calendrier, la conception du temps, jusqu'à nos points de départ. Alors, là, on va voir un calendrier dit aztèque qui reprend la mythologie maya et donc on peut constater que au centre le personnage tire la langue et qu'il y a 4 carrés autour. Donc le premier carré, ça représente l'époque des géants. Alors le personnage au milieu, on ne peut pas savoir si c'est le soleil ou si c'est autre chose, hein, ou un roi, ou on ne sait pas. Les gens, ça ne ressemble pas au soleil, ça peut être un volcan, on ne sait pas. Donc la première époque avant les hommes, avant les êtres humains. Donc il y avait les géants, cette époque-là. Et donc dans les 4 carrés, nous avons donc les 4 époques avant les êtres humains, avant les hommes. Donc la seconde, c'est du coup le grand déluge. Donc recouvert d'eau, le monde est inondé et donc du coup la troisième époque, c'est une époque où il n'y a pas de sol pour pouvoir habiter. Alors il y a peut-être que des mangroves, ou je sais pas, mais en tout cas c'est les singes qui sont dans les arbres, il n'y a pas encore d'hommes. Et là, la 4e époque, c'est une époque où on parle plutôt d'une époque maritime, ou en tout cas là dans le cercle on voit 20 mois, donc les 20 mois du calendrier, parce qu'on a 10 doigts et 10 orteils. Donc comme on avait vu au début de la vidéo, cette base de 5 pour le calcul,
Et donc les bords du calendrier aztèque, là, en l'occurrence, c'est plutôt une pierre commémorative de la mythologie maya plus que un calendrier. Il y a les serpents autour. Alors on voit sur cette iconographie des locks portés par les personnages et on voit que ce sont des chignons, souvent de cheveux loxés. Donc les peaux sont toujours brunes, noires. Alors on voit bien que les Mayas habitaient dans une région qui est tropicale, qui est caraïbéenne. Donc c'est normal que les autochtones étaient des noirs. Alors les peignes qu'on voit ici, ils ont été retrouvés en Amérique. Ce sont des peignes mésoaméricains. Les cheveux qui ont besoin de ce type de peigne sont des cheveux qui sont normalement de type, on dit, afro. Voilà. Mais on voit bien que les Olmecs, le mot voudrait peut-être dire ceux qui portaient des chaussures de caoutchouc, mais on voit aussi que ils ont des locks. Regardez le personnage qui a sur la gauche avec son signe de main et son chapeau. Là, on voit encore les peaux de jaguar, les guerriers jaguars qu'on voit ici. Donc, il y a eu une guerre entre les guerriers jaguars et les guerriers aigles. Donc là, on voit encore des grands locks sur la tête de certains. Encore les guerriers jaguars. Là, on voit bien que le personnage est noir. Et ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui encore, ces chignons, ces types de coupes sont, ces types de coiffes sont encore portés par les gens des Caraïbes. Regardez les locks des personnages, de quasiment tous les personnages qu'il y a là. Donc, regardez les trompettes, les instruments, les maracas, tout ça, c'est des traditions mésoaméricaines ancestrales, et vous voyez que les anciens Amérindiens étaient noirs. Donc là, il y a eu beaucoup qui ont été déportés en Afrique et en Europe lorsque les Espagnols sont arrivés. Mais avant les Espagnols, il y a les Asiatiques qui sont arrivés, les Mongoloïdes, et il y a eu des guerres. Donc les autochtones, ce sont normalement des gens à peau noire, mais les peaux claires qu'on dit aujourd'hui amérindiens sont en fait des envahisseurs. Et ils ont trouvé les temples. Et quand les Espagnols sont arrivés, ils ont demandé qui a construit ces temples. Ils ont dit c'est un autre peuple qui était là avant nous. Donc c'est pour ça que les Mongoloïdes, il y a eu des guerres parce qu'ils sont arrivés par le détroit de Bering. Mais les autochtones d'Amérique, c'était des Noirs. Donc vous avez qu'à regarder toutes les gravures qui vont suivre dans la vidéo. Ça, ce sont des peintures murales et on voit bien que le type de personnage aujourd'hui, avec les gros médaillons en or, Costa Rica, la côte riche. Donc c'est aussi ce qu'on appelle la côte d'or. Voici aussi les anciennes gravures qui nous rappellent les religions dites importées, alors qu'on a déjà des iconographies qui s'y rapportent. Voici l'ancêtre du jeu du basket et de la balle de gomme, de caoutchouc. La gomme, ça permettait de faire des semelles et des balles. Et donc, ils jouaient à ce sport qui rappelle aujourd'hui le basket. Et vous savez qu'en NBA, ce sont toujours les Noirs qui sont les joueurs les plus nombreux dans ce domaine. On va dire que c'est pas un hasard.
L'une des statues les plus importantes de la collection, également connue sous le nom de Maure avec plaque d'émeraude ou le Maure au plateau d'émeraude. Il a été fabriqué par l'orfèvre royal Johann Melchior Dillinger en collaboration avec Balthazar Permoser, probablement en 1724. La statue mesure 63 cm,8 de haut, richement décorée de bijoux. Il a été créé parce qu'Auguste le Fort voulait exposer dans son nouveau musée Schatzkammer une précieuse grappe d'émeraude parsemée de 16 émeraudes vert foncé. Entre guillemets, ce miracle de la nature, qui provenait à l'origine d'une mine colombienne, a été offert à l'électeur Auguste par l'empereur Rodolphe II en 1581. Le Maure est en fait un Indien sud-américain élégamment vêtu qui présente le tas d'émeraudes colombiennes sur un plateau d'écailles de tortue. Même si le titre de l'œuvre s'appelle Maure, cela vient du fait que les Portugais et les Espagnols appelaient les Noirs Moro. Donc, ce n'est pas un Maure, comme il est dit, c'est un Indien américain qui serait un natif de Floride. Les Espagnols et les Portugais arrivèrent et donc ils exploitèrent les Amérindiens qu'ils appelèrent Inyo et qu'ils assimilèrent aux Moro, donc les Maures, ou alors même parfois ils les appelaient Négro. Donc par rapport à quoi? Par rapport à leur ressemblance avec, dit-on, les Éthiopiens, par rapport à leur teint. Donc on voit qu'il y a beaucoup de peintures et de tableaux qu'on dit être des Maures, mais qui sont en fait des tableaux d'Amérindiens. Il y a des caractéristiques qu'on peut remarquer, et là, il se fait baptiser, en l'occurrence. Donc des caciques, c'est-à-dire des chefs, des caciques, des empereurs, des rois, ont été déportés en Europe, en Afrique, et par ce biais-là, se sont retrouvés aussi dans le monde musulman. Donc, au début, bien sûr, les Espagnols, ils sont arrivés, ils n'ont pas tout de suite pu soumettre cette population. Vous voyez bien que c'était une civilisation organisée et que ils avaient un savoir-faire. Voici des tissus, des teintures, ils savaient comment extraire l'or, ils savaient comment faire des étoffes, et vous voyez, les villes étaient bien organisées avec des marchés, des champs de coton, des bateaux, des ports. Donc c'était pas des sauvages, c'était une civilisation avancée, raffinée. Le système d'irrigation et l'utilisation des eaux de pluie, etc., pour transporter les marchandises et circuler dans les villes, dans la cité, c'était bien plus développé que les villes qu'il y avait en Europe. Donc à cette époque-là, à la même époque, les gens n'étaient pas si riches que ça, l'Europe n'était pas si riche que ça. C'est bien pour ça qu'ils sont allés en Afrique, qu'ils sont allés en Amérique, qu'ils sont allés en Asie, qu'ils cherchaient les Indes. Donc les populations
qui ont été réduites d'abord en esclavage et qui ont d'abord été déportées alors vers l'Europe, vers l'Afrique et vers qui est passé par le monde musulman. Tout ça, bien sûr, c'est occulté. Hein. On nous dit que d'abord on a emmené des Africains, mais là, au contact des Espagnols, on voit que il y avait déjà des Noirs sur place, des autochtones. Donc les latino-américains qui sont noirs, ils sont pas espagnols. Donc il faut comprendre que les dessins qu'on voit avec les plumes sur la tête et les pagnes, ça c'est typique des Amérindiens. Ensuite, quand on regarde aujourd'hui les gens qui sont appelés afro-américains et qu'on regarde des anciennes gravures, des anciennes photos de gens qui sont reconnus être des natifs américains, des autochtones, on voit bien que en fait beaucoup de afro-américains ne sont pas des descendants d'Africains déportés, mais sont des descendants tout simplement des autochtones noirs d'Amérique. Parce que, on l'a déjà évoqué, l'arrivée des mongoloïdes est tardive par rapport à la présence des Noirs sur le continent américain. Alors on nous dit qu'il y a eu plusieurs vagues successives d'invasion de mongoloïdes. Mais regardez les coupes de cheveux qu'il y a aujourd'hui et ce qu'on a pu comparer avec les gravures et les peintures qu'on a vues sur les murs. Là voici une amérindienne et à côté une soi-disant afro-américaine. Mais c'est depuis 2000 seulement qu'il y a l'appellation officielle African American. Parce qu'en fait, c'est une société maçonnique connue sous le nom de Boulay qui est en fait à l'origine de cette loi qui l'a fait passer en 2000. Alors, dans le dictionnaire de 1828, on voit bien que le terme américain, c'est pour les peaux brunes, les peaux noires. C'est marqué dans leur propre dictionnaire. Si aujourd'hui, ça a changé la définition, regardez avant 1830, c'est-à-dire avant le Indian Removal Act. C'est-à-dire qu'ils ont déplacé les populations autochtones et de l'Est, de la côte Est et de la Caraïbe. C'est-à-dire qu'ils ont emmené des Indiens mongoloïdes dans la Caraïbe, ils ont emmené des Garifuna, des Kalina, des Arawaks, des Black Caraïbes sur le continent et aussi en Europe et aussi en Afrique, qui sont passés dans le monde musulman. Donc il y a beaucoup de gens qui ne s'y retrouvent plus et disent non, c'est pas possible, tous les Noirs en Amérique sont tous descendants africains, alors que là on va voir dans les prochaines vidéos que c'est pas le cas. Et bien sûr, il y a tout le monde qui dit « Ah oui, mais les Africains sont venus il y a longtemps coloniser. » Mais ça, c'est vrai qu'ils sont venus il y a longtemps. Mais quand on regarde, et on va le voir dans les prochaines vidéos, déjà, il y a une antériorité de la présence des Noirs en Amérique. Et d'ailleurs, on verra à quel point la culture américaine, mésoaméricaine, a influencé l'Afrique et l'Égypte.
avant 1492 et avant les vagues successives de mongoloïdes qui arrivèrent en Amérique, même en Californie, la population était de peau noire. C'est pour ça que lorsque en 1830 on a déplacé les populations du côté du Mississippi, c'est-à-dire que la Californie à ce moment-là n'était pas encore tout à fait colonisée, on va dire, mais il y avait déjà des populations là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que du côté ouest du Mississippi, c'est là qu'on a envoyé toutes les populations noires, les Cherokees, les Creeks, et tous ceux qui, les Yamasee, les Yuchi, tous, on les a fait bouger. À partir de 1830, soit ils acceptaient de rester et d'appartenir à être citoyens de l'État où ils étaient, soit ils devaient bouger du côté ouest de la rive du Mississippi. Mais bien sûr, aucun traité n'a été respecté, donc ça arrivait, la ruée vers l'or, hein, vous savez, et tous les fermiers noirs qui étaient du coup installés, ben, on a donné leurs terres à des blancs. Donc vol de la terre, vol de l'identité, vol de l'histoire. Aujourd'hui, on va même dire que tous les Noirs qui y a en Amérique aujourd'hui, ils sont tous descendants d'Africains déportés. Tous. Alors que dans vos familles, vous savez très bien, si vous venez des Caraïbes ou des Amériques, d'Amérique du Sud ou Amérique centrale, vos familles vous ont toujours dit « Ah, on a une grand-mère indienne, un grand-père indien et tout ». Mais c'est pourquoi on vous dit toujours un grand-père, une grand-mère, c'est parce que dans les registres, à partir de la Révolution, de Napoléon et même aux États-Unis, les indépendances des colonies là-bas, eh ben ils ont fait des recensements. Et les gens qui venaient faire les recensements, c'est sur leur appréciation qu'ils classifiaient les gens dans une colonne pour la racialisation dans les registres. Donc j'ai fait une vidéo juste avant où j'explique justement le processus qui a amené à faire perdre les origines des gens qui sont créoles, en fait, de leur origine amérindienne. C'est parce que au bout d'un moment, dans les registres, on n'a plus inscrit les gens avec leur ascendance amérindienne, mais uniquement avec des noms créolisés, et du coup, on a tous dans nos familles dire ah oui, une arrière-grand-mère ou un arrière-grand-père qui était Arawak ou Kani. C'est parce qu'en fait, depuis cette époque-là, on a été tous, nos familles étaient mis dans des registres classifiés comme mulâtres, négros, etc. Donc c'est pour ça que il n'y a pas la trace de l'origine amérindienne, et pourtant dans toutes les familles on va nous dire qu'on est descendant de un tel parce qu'on a une armée. Voilà, ça fait depuis près de 150 ans, 2 siècles que voilà, les registres, la créolisation a fait que nous ne savons pas quelles sont notre affiliation, mais en vrai il y a des recherches qui peuvent être effectuées généalogiques, et là si on connaît des pièges des registres, comment est-ce qu'ils marquaient les classifications des mulâtres, etc., des créoles, des noirs, alors il
il y a des registres de Grappa Congo que eux ils sont venus après 1848. Il y a des registres de hindous qui sont venus d'Inde en main d'œuvre, mais ils sont venus après 1848. Donc là, quand on voit par exemple les deux personnages sur l'affiche, c'est les mêmes que les Amérindiens. Les tonneaux de rhum, de sucre ou d'autres choses, et puis le tabac. Et là, on veut nous dire que là, c'est des Africains. C'est pas des Africains, c'est des chefs caraïbes. Là aussi, c'est l'art de l'époque qui représente encore les Amérindiens, souvent qui sont pris dans les tableaux pour des mots, alors que ce sont soit des natifs de Floride, parce que il faut savoir que voilà, les Espagnols, les Portugais, la Floride, la Virginie, la Géorgie, comme je vous ai dit, c'était peuplé par des Noirs. C'est que c'est dur à croire, mais il faut comprendre que le Removal Act de 1830 a fait bouger les populations du côté ouest du Mississippi. Donc c'est pour ça que vous allez trouver beaucoup de populations dans l'Alabama, aussi et dans la Louisiane, qui sont créoles. Et les créoles, souvent, quand on regarde leur généalogie, ils ont toujours un ancêtre qui est amérindien. Et donc on voit aussi sur toutes ces cartes qui ont été faites par les Blancs, le Pérou, l'Uruguay, etc. Toutes ces cartes-là, je vous montre, ils peignent des Amérindiens. À côté, on cherche où sont les Mongoloïdes. Alors vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, ils montrent toujours, il y a beaucoup de Mongoloïdes. Je dis oui, puisque dans les registres de cette époque-là, de ces époques-là, ils ont mis tous les Amérindiens, justement, de couleur noire, assimilés aux blacks, aux négros. Et dans les registres, après, vous allez même trouver des documentaires où on vous montre, ou des articles très intéressants, où on vous montre que les Amérindiens qui étaient à peau claire, eh ben, ils ont été assimilés, parfois classifiés dans les registres comme étaient recensés comme des blancs. Donc après, c'est là où on voit que aussi les Amérindiens, les moulins, la technologie qui a permis de développer l'agriculture et tout, parce que c'était de la main d'œuvre gratuite, on va dire, mais en fait, cette technologie et ce savoir-faire, il était déjà sur place. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc la Nouvelle-Galice, voilà, tout ça, donc la Nouvelle-Espagne, la Galice c'est aussi une région du nord de l'Espagne. Donc, quand vous voyez aussi toutes ces représentations-là, ils ont tous été faits par des Européens. Là, en l'occurrence, Jean-Baptiste Debré. Bon, pas ceux-là. Ceux-là, ça c'est des temples. Donc, ils ont été faits par eux-mêmes. C'est comme ça que les Mayas se représentaient eux-mêmes. Vous voyez, la Caraïbe, c'est le Yucatan, le Mexique, c'est la même mer, c'est la même population. La Floride, tout ça, c'est le même climat, c'est à proximité. Toutes les représentations des Amérindiens, regardez, les Hollandais ont marqué les mots dessus. Donc on voit les plumes, on voit les arcs. Bien sûr, tous les peuples les ont, mais ceux-là, ils sont très typiques. Et donc on voit bien les différents ethnies. Et donc là, en l'occurrence, ce sont des Cherokees. Là, c'est un guerrier indien de la côte est des États-Unis. Donc là aussi, c'est un Cherokee. On voit qu'il y en a qui ont la peau très noire et qui ont les cheveux curlés, des fois lisses, et d'autres qui ont les cheveux crépus. Mais donc, il n'y a pas un seul phénotype de noir dans tout le continent américain. On voit que les Inuits, les Esquimaux et vers le Montana, il y avait des Mongoloïdes. Et ça, c'était à partir au moins de 7000
avant notre ère, quand ils sont passés sur le détroit de Bering, et ensuite il y a eu d'autres vagues. Mais là, regardez encore, comme je vous parlais, des dreadlocks. Là, ça, c'était la première représentation en 1790 de la Dame America. Et voilà, en 1790, il y a eu le premier recensement. Et là, on a commencé à classifier les Amérindiens comme négros. Donc, voilà, à la prochaine vidéo. Hours on the track.